Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, Sébastien Côté vient nous parler de l'univers des MMO, un terme qui est tiré de l'anglais Massively Multiplayer Online Game, qui peut être traduit en français « le jeu en ligne massivement multijoueur ». C'est une entrevue qui a été diffusée en 2 parties sur les ondes de Fantastica Radio Web, 2 parties que j'ai mis ensemble afin que vous puissiez avoir l'intégralité de cette chronique. De retour à Fantastica, et là, on va vous parler de MMO. Non, c'est pas une nouvelle créature préhistorique qu'on a sortie d'hibernation et qui menace la population terrestre. C'est pas non plus un nouveau type d'ordinateur ou de nouvelle station spatiale, quoi que ce soit. Non. On va parler de Massively Multiplayers Online. Oui. En bon français, c'est une gang de chums ou même pas, une gang d'étrangers qui jouent à un jeu vidéo sur Internet. Oui, carrément. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est l'itération moderne, c'est sur Internet, mais avant, ça commençait avec bien d'autres choses. Là. C'est quand même vieux. Là. Ben, justement, tantôt, je pense que tu me disais que ça avait commencé en 75. Oui. Il n'y avait pas d'Internet en 75 ou bien je suis trop retardataire et conservateur? Non, on s'entend que l'Internet est rentré un peu plus tard dans notre histoire. Là. Mais en 1975, ça existait déjà, mais plus des réseaux fermés d'université. À la base, c'est un domaine de nerds. Okay. Des nerds à l'université. Donc, ça a commencé de même, puis après ça, ça a évolué en d'autres choses. On va aller au passé du début. Donc, les MMO... Oui, parce que j'ai le don, moi, d'appuyer sur l'accélérateur et de vouloir aller trop vite. Donc, le MMO, en anglais, c'est Massively Multiplayer Online. En fin de compte, ça peut se traduire par jeu en ligne massivement avec plusieurs joueurs. Pour plusieurs joueurs, oui. C'est ça. Bien sûr, comme de raison, c'est MMO, vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver le terme MMO, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Mais aussi, tu vas voir les MMORPG, les MMO, c'est tous les genres de jeux, first person shooter ou encore des jeux de rôle, ils vont mettre MMORPG, FPS. World of Warcraft, c'est considéré MMORPG, oui. OK, parce que c'est un jeu de rôle, là. En fin de compte, tu joues un rôle là-dedans, c'est etc. Bon. Donc, le but là-dedans, c'est d'être... les MMO, c'est que tu as un ou plusieurs joueurs. Généralement, tu as plusieurs joueurs, mais tu sais, un joueur ou 10 joueurs, 100, 300 joueurs qui jouent tous au même jeu. OK? Ça peut jouer autant sur un ordinateur, une console. C'est international. C'est international. C'est pas besoin que les 300 joueurs soient dans la même pièce. Non. Parce que là, c'est sur Internet. C'est ça. Donc, tu peux avoir un joueur ici à Québec, puis tu as un joueur en Union soviétique.
Ils ne parlent pas les deux le même langage, Oui. mais ils sont capables de jouer ensemble. Exactement. Parce que j'ai joué, par exemple, à World of Warcraft pendant 6 mois. Et pendant à peu près une semaine, j'ai joué avec un soldat de l'Irak qui était en Irak en ce moment-là durant la guerre du Golfe. OK. Puis dans ses temps libres, eux autres s'est fait installer une tente puis ils jouaient à World of Warcraft là-dessus. OK. Parce que c'est un bon moyen pour l'esprit d'équipe, Oui, etc., pour l'armée. Là. Donc, eux autres, ils encourageaient ça. Donc, j'ai jasé avec. Là. J'ai dit, comment ça va là-bas? Puis, qu'est-ce que vous faites? Puis, tu sais, ça a été le fun. On a jasé pas mal. Vous étiez en personne ou vous étiez en orque? En orque. Ah, c'est bien ça. Quelle belle conversation. C'est ça. J'imagine le langage en tout cas, le langage auditif face à la traduction qui était obligé d'être écrit par en dessous, là. Ah, complètement différent, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça peut jouer autant sur un ordinateur, sur une console. Il peut y avoir des jeux. Même maintenant, c'est les téléphones intelligents là, ou les tablettes, ils peuvent en avoir. OK? Mais dis-moi, je pense que comme les nouvelles consoles de jeux, justement, que ce soit Nintendo ou choses comme ça. Pas maintenant, c'est PlayStation, oui, excusez, là, mais... mais Nintendo, il existe encore. Ouais, même mais si... comme les nouveaux PlayStation, comme PlayStation 4, tout ça, eux autres doivent en avoir parce qu'on peut se connecter sur Internet. Là, Oui, il y en a carrément. Maintenant, on peut faire ça. Avant, il y avait même un système plus réseau. On va voir ça tantôt, là, mais il y a différentes manières de se loguer ensemble. Le père de tous les MMO est considéré comme un jeu qui s'appelait Maze War, qui était un jeu qui permettait, en fin de compte, des joueurs qui se promenaient dans un petit labyrinthe fait de petites lignes sur ordinateur, là, puis ils se tiraient dessus. OK. Ça date d'avant 1975, mais ça, c'est le premier. Ça se jouait à ce moment-là, on s'entend, souvent, c'est des réseaux d'université. Il n'y a personne qui avait de modem vraiment chez eux. Il n'y a personne. Donc, c'est l'université qui avait son réseau. Puis là, le monde installait le logiciel dans le réseau, puis il jouait à l'interne, donc dans un local dans l'université. Mais à cette époque-là, quand ça a commencé, on s'entend que c'est plus. Il n'y a pas de compagnie. Il n'y a pas de compagnie qui vend ça. Il n'y a pas de compagnie qui commercialise ce genre de produit. Donc, c'est fait par monsieur, madame, tout le monde. C'est fait par monsieur. Les étudiants. Les étudiants. On s'entend. C'est monsieur, madame, tout le monde, mais il fallait qu'ils soient bons en informatique, là. Oui. Donc, la plupart ont commencé, entre autres, au MIT, aux États-Unis. Donc... Qu'est-ce que le MIT? C'est un événement? Une école, non, c'est une université, c'est une pour l'informatique. Oui, les sciences, l'ingénierie, ça fait okay. Donc, tout ce qui rappelle à la science. Je te trouverai l'acronyme exact, ce que ça veut dire. Donc, eux autres, en ce moment-là, ils programmaient, donc des nerds, ils programmaient leur jeu, puis ils partaient ça. Donc, le premier vrai, on peut dire MMO comme tel, là, il s'appelait, le premier jeu d'aventure, il s'appelait Aventure. Oh! Adventure. Ouais. Ils n'ont pas cherché le titre bien loin. Là. C'est très original. Ah oui. Donc, ça a sorti en 1975 et c'était un jeu d'aventure texte. Donc, au départ, ce n'est que du texte. Ça ressemble même pas à quand on jouait à King Quest. Ça fait même si King Quest, il y avait un peu de graphiques, mais etc. Ça serait peut-être l'ancêtre du Donjon Dragon. Oui, c'est ça. Donc, tout ce que tu devais faire, il fallait que tu le tapes. Puis, les conséquences de ce que tu faisais, ça apparaissait en forme de texte. Comme un livre dont vous êtes le héros. À peu près. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, c'est le premier que là, ça a fait comme un buzz. Il y a du monde qui sont partis là-dessus. Puis, à partir de là, ils ont sorti plein de clones de ça. C'est comme on dit, c'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler du freeware, ou ça fait même présentement, ce qu'on appelle. Donc, quelqu'un prend le code, puis dit, oh, c'est intéressant ça, je vais le modifier, je vais l'améliorer, je vais rentrer d'autres affaires. Donc, à partir de là, en 1975, il y a le premier. Il y a Zork, qui est sorti en 1977. Mais surtout, il est sorti quelque chose qui s'appelle MUD, M-U-D. C'était Multi-User Dungeon, OK, en 1978. Ça a été le gros buzz. Ça a été l'affaire qui a parti tout le MMO. Là, en tout cas, cette mode-là, à cette époque, c'est mode, donc à cette époque-là. Ça se jouait justement sur les serveurs d'université, OK, à un tel point que, à un certain moment donné, les enseignants des universités, entre autres des universités du UK, au Essex, l'université, ou encore au USC, ils ont fini par appeler le mode, ils l'appelaient Multi-Undergraded Destroyer. Okay. Parce qu'en fin de compte, il y a tellement d'étudiants qui jouaient à ça, les professeurs trouvaient qu'ils perdaient leur temps et qu'ils sont en train de perdre mettre le rotude au recours, etc. Donc,
Ça n'a pas fait quand même longtemps, même ça a été un gros buzz, de 1978 à 1980. Mais ça a permis à mettre la mode en place, etc. OK? Parce que pas longtemps après, il y a eu Myst, qui est arrivé, pas confondre avec le jeu de puzzle de fondament qui est très populaire encore. Là. Lui, Myst a joué de 1981 à 1991. Donc, quand même, relatif 10 ans. C'était une version améliorée de mode. Ils ont juste amélioré tout le système en arrière, etc. Ça a roulé. Puis là, on est en plein milieu de la création d'Internet. Ah oui, on est sur le bord. Là, on s'entend même l'Internet, c'est pas encore très, très pas populaire. Pas en 81, mais en 91, c'est déjà installé. C'est ça. Donc, mais il a joué jusqu'au moment, en 1991, quand l'Université d'Angleterre a mis au rencard le dernier ordinateur qui pouvait rouler ce logiciel-là. Okay. Il a dit, garde, il est passé date, cet ordinateur-là, on met la plug à off, puis à ce moment-là, le jeu est tombé. Mais depuis le temps, vous pouvez encore le retrouver sur Internet parce qu'il y a du monde des nostalgiques qui l'ont remis en vie sur des nouveaux serveurs plus modernes. Okay. Puis qui l'ont donc. On pouvait encore jouer. Si vous cherchez un peu, vous allez pouvoir le trouver. Y a-tu du graphisme? Non, aucun graphisme. C'est vraiment juste de l'écrit. Vraiment juste du texte. Wow. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le ça, le c'est être nostalgique vrai. Là. Ah oui, non. Ça, c'est surtout vraiment, aujourd'hui. C'est ça, surtout aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, regarde, avec les textos, il n'y a plus personne qui tape ou presque. Donc, en 1987, il y a un monsieur qui s'appelle Neon Falcom, qui est un créateur d'un jeu de rôle qui s'appelle Slayers, avait eu à ce moment-là l'idée d'un jeu online qui permettrait une totale liberté aux joueurs. Ça veut dire que où le joueur, pour ça y tentait, pourrait faire genre un boulanger et non pas juste sortir et aller tuer des monstres. Il y a eu comme cette idée-là. Ça a pris pas trop longtemps. En 1989, il y a un jeu qui s'appelle Avalon The Legend Live qui est apparu. Dans ce dernier, qui était toujours texte, on s'entend, on parle toujours de texte, les joueurs avaient accès à un système économique. Donc, la personne avait la possibilité de faire des plantations, de labourer ses champs. Il y avait la possibilité de faire d'élire des gouvernements. Donc, d'autres joueurs, ils pouvaient dire « je voudrais être le maire du village. » Je dis « non, il faut dire des gouvernements. » Puis à ce moment-là, il y avait une course hiérarchique qui pouvait se former dans les villages. Je dis « moi, je suis une mière, toi, tu es mon conseiller, etc. » Puis après ça, différentes principautés pouvaient se faire la guerre. Donc, différents groupes de joueurs pouvaient se faire une guerre. C'est un peu un style civilisation. Ouais, mettons, c'est ça, une base de civilisation. C'était aussi le premier jeu qui il prenait beaucoup d'importance pour l'habilité du joueur. Avant, c'était un système de niveau. Tu as pris de l'expérience, tu es 15e niveau, tu vas casser la gueule au premier niveau. Mais là, il y avait comme un effet d'habilité. Donc, si tu étais plus vite sur les touches, tu étais capable de faire des combinaisons de touches, là, à ce moment-là, tu étais meilleur que le même si le gars était plus haut niveau que toi. Donc, ça ramenait un autre niveau que là, il fallait que tu te pratiques, il fallait que tu sois habile. Donc, ça avait vraiment fait comme un autre buzz, un autre genre de jeu qui est rentré. À peu près à la même époque de mode, on en retourne un petit peu dans le temps, il y a un autre genre de jeu qui est apparu sur un système très particulier qui s'appelait Plateau. Le système Plateau, c'était des ordinateurs éducationnels qui existaient dans les universités ou dans les écoles. Ça, on voit ça souvent dans les films, les vieux films des années 80. Ça fait même un ordinateur avec des lignes, tout est en vert, puis avec des dessins. Ça fait même. Donc, ça a été un ordinateur qui était pensé pour le dessin de manière éducationnelle, mais eux autres, ils l'ont comme adapté, puis ils ont fait là-dessus des jeux avec des graphiques, des semblants de graphiques. On s'entend, c'est très semblant à cette époque-là. Là. Donc, les jeux qui ont marqué un peu cette époque-là, c'est Oubliette, Moria, donc Avatar. Donc, on voit tout de suite, on voit Oubliette, les Français qui sont un peu rentrés là-dedans. Puis à Moria, là, on tombe à Le Seigneur des Anneaux, ça fait la même. Donc, les univers fantastiques déjà créés dans les livres. Tous ces systèmes là-dedans étaient assez semblables. C'est juste la différence, c'était pas des jeux compétitifs, c'était des jeux coopératifs. Ça veut dire qu'un peu comme le modèle éducationnel de ces ordinateurs-là, c'était fait pour dire plusieurs joueurs se mettaient ensemble pour essayer de résoudre un problème pour pouvoir passer. Donc, rentrer dans le donjon, ouvrir la porte, il fallait faire telle chose. Des fois, ça pouvait être des opérations mathématiques, etc. Donc, ça peut être des énigmes. Puis là, tu pouvais compétir. Là, on est vraiment à la base de Donjon Dragon.
Ah oui, là, c'est ça, on est vraiment plus. Avec un petit peu de graphique, ça, on s'entend, mais peut-être il dessinait une porte, la porte s'ouvrait, mais c'était bon. Tu ne te déplaçais pas vraiment là-dedans, OK? Donc, sauf que malheureusement, cet ordinateur-là, comme il était très, très centré sur les universités, centré sur les écoles, très rare, donc ça n'a pas eu tout l'intérêt que Mod a eu à l'époque. À date, à tous ces moments-là, tous ces ordinateurs, ces logiciels-là étaient développés, comme je disais tantôt, par des fans. Donc, du monde, des nerds, OK? Des universitaires. Des gens qui sont... Oui, c'est leur métier. Donc, oui, ils jouaient à un moment donné avec leur ordinateur dans le réseau. Les modems sont rentrés tranquillement. MIST, à un moment donné, c'était un des premiers qui permettait un modem. OK? On s'entend qu'un modem, là, c'est simple, c'est que tu es chez vous, tu es ton ordinateur, tu te collègues avec un modem à l'ordinateur de l'université et tu joues là. Mais ça te permettait d'être chez vous. Mais l'Internet, là, es-tu arrivé encore? Oui, il est sur le bord, je te dirais, mais c'est pas encore très exploité parce que c'est très dispendieux, entre autres. Fait qu'à ce moment-là, parce que c'est ma visualisation cinématographique, là, est-ce qu'on peut associer ça au film Wargame? En 1984. Oui, exactement, parce que le jeune se connectait sur un serveur puis essayait d'aller chercher les jeux ou de faire la même puis de jouer avec le serveur. Puis là, il est tombé sur le Pentagone sans le savoir. Exactement, je comprends, sur la machine, là, puis il a joué avec la machine. Donc, c'est carrément ça, à cette époque-là. C'est pas comme Internet, on peut dire, c'est un réseau décentralisé que tu te promènes un peu partout. On n'est pas encore rendu là, à ce moment-là, à cette époque-là. Donc, en 1987, il y a quelqu'un qui commence à dire il y a peut-être de l'argent à faire avec ce domaine-là. On va essayer de produire on va faire des produits. Donc, en 1987, le tout premier jeu commercial fait son apparition sous le nom de Islands of Ismail. C'était un jeu mode. Donc, à la style mode, là, ça veut dire avec texte. Des graphiques très, très basiques. Ça veut dire peut-être que si tu voyais un château, il te dessinait le château à l'écran. Là, ça ressemble à ça. Là. Tu pouvais te faire un peu de déplacement dans le donjon, mais c'est ton monstre. C'était « Ouh, je me bats contre un G majuscule. » Okay. Ça ressemble à ça. Ça se limite à ça. C'est pas plus que ça. Okay? Il était disponible versus CompuServe, qui était un provider d'Internet aux États-Unis de 1980 à 1990. Okay? C'est comme l'équivalent un peu plus tard, ça a été American Online, etc. Oui. C'est un provider Internet, mais qui avait aussi... on s'entend qu'à ce moment-là, l'Internet était très basique. Tu te connectes à un modem, à un serveur, puis le serveur, lui, te donne accès à l'Internet. OK? Toi-même, de ton ordi, tu n'as pas accès à l'Internet. Il faut que tu te connectes à un ordi avec ton modem, après ça, le serveur, lui, va te donner accès au monde. Okay. Donc, à ce moment-là, ce jeu-là, le Islands of Cosmere, pour y jouer, tu te payais 12$ par mois. Mais ça, on se rappelle? Un exemple. Moi, je suis au Québec, puis lui est aux États-Unis. Dis-moi si je me trompe, mais là, tu payes le longue distance. Oui, c'est ça. Donc, ça ne coûte pas 12$ par mois. Non, ça, c'est 12$ par mois pour avoir accès au jeu. Mais là, il faut que tu payes, ton Internet. Ligne téléphonique en plus. Là. C'est ça. Parce que c'est comme si on faisait une longue distance au téléphone. Tu bloques ta ligne, puis les gens ne peuvent plus t'appeler. C'est ça. Parce que ceux qui sont Internet, qui sont jeunes aujourd'hui, ne savent pas qu'à l'époque, quand on se branchait sur Internet, on bloquait notre ligne. Oui. C'était fini. Tu as un modem, puis ta ligne est occupée. Fait que si tu fais une longue distance... Dans les premiers cas, c'était la facture qui rentre. Puis je me rappelle, j'ai déjà vu des histoires d'horreur où est-ce que les parents perdaient toute leur maison parce que les enfants s'étaient connectés. Puis c'est ça, exactement, parce que là, les parents ne connaissaient pas ça, ne comprenaient pas ça. Puis là, ils arrivaient, ils disaient, voyons, on vient de se bâtir une facture de fou. Ben, c'est ça. Oui. Puis, mais on s'entend que 12$ par mois en 1987. Wow! World of Warcraft, là, présentement, coûte 12 à 15$ par mois US. C'est excessivement. Mais là, on est 30 ans dans le passé. Imaginez-vous la somme que c'était 12$ par mois. Là. C'était épouvantable à l'époque. Là. Mais il y avait du monde qui jouait. Donc, ça a été vraiment une somme énorme. Après ça, il est venu quelque chose qui s'appelle Habitat, qui est de Lucasfilm. Justement, que Lucasfilm qui a fait, qui est un MMO beaucoup plus graphique, mais pas encore là. Tu sais? Donc, il a roulé à peu près de 1986 à 88, donc gagne 2 ans. Je vais en parler plus tard, là, mais un gros défaut d'un MMO, là, c'est que tu te branches d'une manière ou d'une autre, tu te branches à un serveur. Même si tu joues sur Internet, généralement, tu te branches à un serveur. Soit tu te branches par un serveur pour trouver d'autres joueurs pour jouer avec,
des jeux compétitifs, où tu te branches à un autre serveur que lui va te donner tout le jeu comme tel. Donc, quand la compagnie décide de tirer à la plug, ben, ton jeu que tu as payé 60$, c'est fini. Il est fini. Donc, c'est pas un investissement à long terme, on peut dire, là, donc, dans ce sens-là. Donc, il a joué de 86 à 88, ils ont tiré à la plug, c'était fini là. Mais finalement, il y a eu un jeu qui s'appelle Neverwinter Night, à ne pas confondre avec le jeu de BioWare qui est sorti beaucoup plus tard puis qui a le même nom, là. C'était le premier MMO graphique, OK, qui va rouler de 91 à 97 sur American Online. Donc, c'est un autre provider en Internet. Ce dernier est basé carrément sur Donjons et Dragons. Donc, c'est vraiment dans l'univers de Donjons et Dragons. On y jouait pour la modique somme de 6$ de l'heure. De l'heure? De l'heure. Hey, mon Dieu Seigneur. Là, tu sais, le monde, il nous écoute, il dit, voyons, c'est 6$ de l'heure, c'est pas grave, mais c'est parce qu'il faut se rappeler que là, on est des années 90, là. Ah oui, c'est ça, le gars, c'est pas partout la même chose, non. là. Le gars, c'est un bon montant, là. Puis de l'heure, là... ça peut, en tout cas, ça peut monter un bill assez rapidement. Ah oui, là, ça va vite. Ça va. On se rappelle que, comme on disait tantôt... Puis là, ça ne comprend toujours pas le longue distance. Non, ça comprend pas le distance. Tu te branches avec un modem, parce toujours. Parce qu'encore, on est encore branché sur le modem, oui. C'est ça, parce qu'on se branche à American Online. American Online, c'est un service central. Tu te branches au service central. Lui, après ça, tu t'ouvres au monde à l'Internet. C'est ça. Donc, on se rappelle justement que tous les jeux, à ce moment-là, c'est encore modem. OK. Donc, on appelait un serveur et on se connectait là-dessus. Ça a changé avec le jeu qui s'appelait Ultima Online, qui est un des nombreux jeux de la série Ultima, là, c'était un très gros succès d'ordinateur pendant des années. Donc, Ultima Online est devenu online en 1997. Donc, L97 a été le premier jeu joué sur Internet, donc directement sur Internet. Ça a lancé la vague des MMO. Donc, c'est lui qui a comme parti la mode que l'on connaît présentement. Parce que là, on avait de très beaux graphiques. On avait des graphiques 3D, de l'animation, un des extrêmement vaste avec une histoire très riche à dériver de tous les jeux d'Ultima qu'il y avait en dessous. Donc, ça a été ça qui a comme parti la mode. OK? Puis, à cette époque-là, on avait-tu des ordinateurs assez puissants pour pas que ça prenne 3 heures à charger l'image qu'on était en train de voir? Je te dirais que souvent, c'est que le gros des images, le phénomène, c'est sur ton ordi. OK? Mais le fait que si quelqu'un bouge, quelqu'un a une interaction avec l'environnement, ça va être là le lag. Si tu as 300 personnes qui jouent en même temps dans la même map que toi, c'est là que là, tu vas voir que là, tu vas tomber dans, je sais pas, du 40 frames par seconde, là, de l'image par seconde à du 2-3 images par seconde. Là, puis là, tu vas voir... là, ça va être long. Là. C'est ça. Tu tapes sur le monstre, puis la fois d'après, il est rendu 2 km plus loin, puis il court. Là, tu fais OK, je l'ai manqué. Mais ça, c'est là que... Il n'y a pas juste des côtés positifs. Non. C'est ça. Mais c'est sûr que là, à un moment donné, ça s'améliore, puis il y a les plus gros graphiques, plus gros ordinateurs, puis là, il y a milliards. Donc, c'est quoi l'attrait d'un MMO, OK? On s'entend que un jeu ordinaire, OK, tu prends un joueur, un vrai gamer, là, c'est quelqu'un qui joue sur des consoles, ça fait la même. Lui, il va avoir une histoire pognante, plein de gros graphiques, puis, mais il va arriver sur un MMO, il va trouver que il a vite fait le tour de l'univers. C'est pas tout vrai pour tous les MMO, mais bon, on voit un peu les gens que j'ai fait le tour de la cour du pays assez rapidement. Que je trouve que les quêtes sont répétitives. Tu sais, il va pas trouver son habituel qui va avec les jeux ordinaires, les jeux vidéo ordinaires. Le gros attrait du MMO étant le fait que tu joues contre d'autres personnes. Mais pas juste contre d'autres personnes, parce que c'est pas juste ton voisin d'à côté, là, c'est le voisin du pays d'à côté. Oui, c'est ça. Puis c'est pas rien que contre aussi, ça peut être coopératif. Exact. Donc tu peux jouer avec les autres joueurs, puis contre les autres joueurs. C'est des gens que tu connais pas nécessairement, là. Non, là, tu fais des connaissances, tu fais des amis. Le fait aussi que, dans certains cas, surtout quand le spec compétitif, c'est que tu as un adversaire plus intelligent. Tu sais que c'est pas un ordinateur bête, que quand il va te pogner dans un pixel dans le plancher, il va patiner en rond, là, puis là, tu vas pouvoir le tirer à distance, puis il bougera jamais de là. Tu vas trouver le petit pixel où il se bug, puis le joueur, il va tout le temps agir de manière imprévisible, de phénomène. Donc ça fait quelque chose de très, très intéressant
Donc, 100%, carrément, je te dirais facilement, de l'expérience d'un MMO, c'est avec qui tu joues. Donc, dépendant de qu'est-ce que tu aimes, là. Mais moi, j'ai des amis, je joue présentement avec un jeu, je joue avec un Français. À tous les soirs, à tous les jours, je le vois, puis je jase, puis on parle avec les attentats qu'il y a eu en France dernièrement. On a jasé un peu, puis etc. Bon, ça fait des échanges culturels intéressants. C'est ça, là. Bien, bon. Donc, par exemple, c'est ça, il y a là aussi que je voulais te parler de l'histoire avec mon militaire, mais en fin de compte, dans l'intro, on en a parlé, mais c'est ça, là, tu fais des rencontres très particulières qu'avec du monde que tu ne penserais jamais jaser avec, là, C'est ça qui est intéressant. Donc là, tu sors un peu du jeu, tu sors du contexte du jeu, tu commences à chatter avec, puis à la même, mais à un moment donné, ça devient des super bons amis, puis tu joues tous les jours avec. Oui. OK, il y a différents styles de MMO, OK? Différentes manières comment ils fonctionnent et différentes manières comment ça se joue. On va y aller étape par étape. Il y a des jeux compétitifs, OK? Ce qu'ils appellent en termes anglais, c'est des PVP, pour Player versus Players, ou en anglais, c'est du JCJ, donc joueur contre joueur. C'est ça. Donc là-dedans, c'est toi, tu peux être un joueur contre un autre joueur, tu peux être 15 joueurs contre 15 joueurs, 200 joueurs contre 200 joueurs. Ça dépend du MMO. Donc, le but là-dedans, c'est de battre l'autre équipe. C'est soit que on a si on prend des petits jeux, OK, des petits jeux, des genres de 15 personnes contre 15 personnes, ça peut être genre capturer le drapeau de l'autre, tuer tout le monde dans l'autre équipe, etc. Puis quand tu vas tomber dans des jeux plus à genre 200 et quelque chose de même, bien là, tu vas tomber, puis là, tu as des affaires comme prendre un objectif, prendre un château, le garder le plus longtemps possible, puis après ça, conquérir la map un peu comme un risque ou quelque chose de ce style-là, tu sais. Après ça, il y a l'autre version de ça, c'est ce qu'on appelle le PVE, donc Player versus Element ou Environment, donc le joueur contre l'environnement, l'environnement étant l'ordinateur. OK? Donc là, à ce moment-là, c'est les joueurs qui vont se battre contre l'ordinateur ou l'univers que l'ordinateur a créé. Puis à ce moment-là, ben, tu peux jouer avec d'autres joueurs puis pour essayer de vaincre ces obstacles-là. Genre l'ordinateur, il y a une guerre ou il y a un dragon à une place, ben là, il y a 200-300 joueurs qui vont essayer de pocher le dragon, ça fait la même. Donc, ça, c'est deux types très différents qui amènent vraiment deux styles de jeu très différents. Oui, parce que c'est pas le même type de compétition. C'est pas le même type de compétition tout complètement. Puis, je te dirais aussi que c'est deux branches très différentes dans le sens que, mettons, des joueurs de PVP, ça va être des joueurs, justement, qu'on parlait tantôt de l'habilité, là, bien, ça va être des joueurs qui vont savoir toutes les combinaisons possibles de fondaments. Parce que c'est comme, moi, je me bats contre un autre joueur, il faut que je sois meilleur que lui. Donc là, ça vient des joueurs que tu le vois tout de suite quand tu te bats contre eux autres. Tu arrives sur quelqu'un, puis il faut que tu te battes avec, là, puis qu'en 10 secondes, tu es à terre, puis tu es mort, là, tu dis, OK, lui, là, il fait juste ça dans sa journée. Oui, c'est ça. Même en dormant, il y a encore la manette dans les mains. C'est ça, là, tu le vois tout de suite, la différence, c'est assez impressionnant. Donc, ça, c'est la première chose, c'est ça. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents aussi coûts reliés à ça. OK? Il y a la bonne vieille version des jeux payants. OK, comme on parlait tantôt, World of Warcraft qui coûte à peu près, je pense, 12 à 15 $ par mois qu'il faut que tu payes. Puis si tu arrêtes de payer, mais tu n'as plus accès à tes personnages. Les personnages restent là. Les personnages sont encore présentement, sont dormants. Quand ta journée, tu vas décider de repayer, tu vas pouvoir commencer à jouer. J'aime principalement pas vraiment ça pour la simple et bonne raison que ça me donne une impression d'être obligé de jouer. OK. Tu sais, c'est comme, j'ai payé ce mois-ci, il faudrait bien que je joue. Ouais. Même si ça me tente plus ou moins, ou ça me tente de faire d'autres choses dans ma semaine, il faudrait peut-être que je joue parce que j'ai l'impression que je perds mon argent. Au lieu de dire que tu payes pour tant d'heures, puis si tu les utilises pas ce mois-là, ben au moins ça. Tu peux les utiliser à d'autres mois. Ça, c'est plus intéressant, mais là, t'es pris pour payer. T'es comme payé mon mois, puis j'ai pas joué dans le mois parce que j'ai passé mon mois dehors parce qu'il fait beau. Parce là. qu'il fait beau. Ben, de ce temps-ci, c'est pas vrai. Là. De ce temps-ci, ça serait super rentable. Mais bon, ben, c'est ça l'affaire. Mais tu sais jamais la semaine prochaine ce qui peut arriver. Exactement. Voilà. Donc, il y a ce genre de jeu-là. OK? Après ça, il y a des jeux qui vont marcher plus complètement gratuits. OK? Ça va être soit que généralement, ces jeux totalement gratuits-là, ils vont marcher beaucoup avec le nouveau système qui a popularisé avec les téléphones intelligents, les microtransactions.
Si tu joues à Candy Crush, là, j'ai plus de vie, je vais avoir des vies, je mets un peu d'argent dans le système, il me donne des vies, puis je continue à jouer là. Sinon, je peux attendre puis avoir d'autres vies. Bien, ce genre de système-là aussi existe dans les MMO. Donc, tu as un jeu gratuit, tu peux jouer, mais si tu veux avoir des bonus, si tu veux avoir d'autres contenus qui se débarrent, il faut que tu payes. OK. Donc, il faut que tu sortes de ta poche. Il y en a certains de différents genres. On pourra en discuter, là, peut-être pas dans ce chronique-là, peut-être dans celui-là qui va être attaché avec, là, mais je vais donner des exemples plus concrets, puis vous allez comprendre comment ça marche. Il y en a aussi ce qu'ils appellent des pay-to-play, donc des paye pour jouer. Donc, en fin de compte, c'est que tu achètes le jeu, mais à partir du moment que tu l'as acheté, tu es gratuit. Là, tu joues quand tu veux. Tu joues comme tu veux, quand tu veux. Il n'y a plus vraiment de coûts associés nécessairement à ça. OK? Donc, ça, c'est pas mal les trois différences. Sinon, on s'entend que dans la majorité des cas, il faut que tu achètes presque, même les jeux payants ou les jeux pay-to-play, bien, c'est une boîte de jeux qui va coûter à peu près le même prix qu'une boîte de jeux normale. Donc, c'est-à-dire à peu près les prix présents, c'est 50, 60, 70 piastres. C'est à peu près ça un jeu en ce moment. OK. C'est le marché du jeu. Donc, dans cette lignée-là... Quand tantôt, tu disais à multitransaction, c'est-à-dire que tu disais que ça ne coûtait rien, mais en réalité, dis-moi si je ne me trompe pas, mais c'était genre, ils payaient à l'heure. Bien, pas nécessairement qu'ils payaient à l'heure, mais c'est comme des microtransactions. Ça veut dire, comment je pourrais dire ça? OK, il y a différentes microtransactions qu'on pourrait mettre. Donc, il y a deux systèmes qu'on pourrait mettre d'un côté de l'autre, OK, là-dedans. Mettons que tu achètes le jeu, tu l'as, ou il est gratuit, tu l'installes. Okay. Puis là, à partir de là, mettons que je vais prendre quelque chose de très générique, j'ai accès à être humain. J'aimerais ça faire un elfe. Mais l'elfe, la race elfe, il dit, pour me débarrer la race elfe, ça te coûte 3 piastres. Je comprends. Je paye le 3 piastres. À partir de là, j'ai accès à un elfe. Donc là, maintenant, je peux faire un elfe avec ça. Ou encore, je vais aller dans telle région, dans tel donjon. Celui-là, on ne le donne pas de base. Il va te coûter 5 piastres. Si tu dois avoir 5 piastres, il va le faire. Donc ça, c'est un peu comme... Si tu joues avec la base qu'ils offrent, tu es correct. C'est ça. Et si tu veux monter ton niveau de jeu, c'est là que tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer. Parce que veux pas, si tu vas aller chercher des races supplémentaires, ça veut dire que techniquement, il y a un avantage que tu dois probablement aller chercher. Oui, bien c'est ça. Les autres, ils donnent accès à d'autres choses, à d'autres endroits, d'autres histoires, etc. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est le jeu de base, le système de base d'un microtransaction. Il y a aussi ce eux autres, que le monde a appelé généralement, c'est des pay to win. Ça veut dire paye pour gagner. C'est-à-dire que oui, je dépense quelque chose pour avoir une microtransaction, mais avec ça, je vais avoir le gros gun qui peut tirer le joueur à 3 km, alors que les joueurs qui ne payent pas, ils vont juste pouvoir le tuer à 1 km. OK. Donc là, à ce moment-là, ça donne un avantage de payer. Ça, tu sais, souvent, dans ces jeux-là, tu les reconnais, tu dis, regarde, celui-là, il y a de l'argent à dépenser, puis il a tout acheté, puis regarde, c'est sûr que je ne m'en approche pas, tu sais. Mm-hmm. Ben bon. Ça, c'est un peu le système de microtransactions. C'est comme on parlait de microtransactions avec les Candy Crush de ce monde, etc. Donc, une fois qu'on est rendu là, on peut distinguer encore deux genres de MMO. OK? Ce qu'on appelle les open world, donc les mondes ouverts, ou encore par instance. Donc, les jeux open world, on les compare souvent à un carré de sable. C'est-à-dire que tu rentres dans le monde et tu peux faire à peu près ce que tu veux. Il dit, la quest dit d'aller à droite, prendre le chemin bleu, ou suivre le chemin de la brique rouge, là. Oui. Pas rouge, jaune. Là. Yellow Brick Road. C'est ça. Mais moi, je vais prendre l'autre à côté. Je dis, vas-y, regarde, il va y avoir d'autres affaires qui vont t'attendre par là-bas. Donc, ça, c'était un monde ouvert, c'est que tu n'as pas une ligne directrice qui te fait suivre. OK? Donc, tu peux aller vraiment n'importe où. Je pense, des meilleurs exemples de ça, c'est World of Warcraft. World of Warcraft, qui est un monde immense. C'est quand il y a des moyens de transport d'un endroit à l'autre, là, c'est comme des montures volantes, là. Puis quand tu dis c'est une monture volante, tu dis je veux aller à telle autre région, là, à des fois tu peux aller prendre ton café. Pendant 10 minutes, la monture va te mener à la place. Okay. Mais quelque chose, un terrain que si tu avais marché à pied, là, ça aurait peut-être pris 30 minutes. Là, okay. Donc c'est un avantage, mais que ça montre l'immensité de cet univers-là. Puis il y a les mondes par instance. Les mondes par instance, c'est surtout la plus vieille catégorie du jeu, dans le sens que on s'entend qu'un univers immense, mettons qu'on prend un univers que je joue l'Amérique au complet, ça prend une puissance d'ordinateur incroyable. Là. Très, très fort. Autant ton ordinateur personnel que le serveur qui taille à l'autre bout. Là.
Donc, c'est tough sur les ordinateurs. Donc, à ce moment-là, ils jouent par instance. Ça veut dire qu'à place d'avoir joué au Canada au complet, bien, chaque section, Québec, Ontario, etc., c'est ça, c'est ton univers. Si tu changes dans l'eau, il va y avoir un loading screen. OK. Il va te loader la map, puis il va faire OK, là, tu peux rentrer. Donc, ça fait aussi que pour le serveur, il n'y a pas 1 million de joueurs au Canada que tu es obligé de gérer puis de regarder ce que ça marche en même temps. Il va jouer les 100 000 joueurs qui jouent dans chaque région du Canada, individuellement. Donc, un ordinateur va être dédié au Québec, un ordinateur. Donc, ça permet d'avoir plusieurs ordinateurs pour diviser la puissance pour les serveurs. Ce qui permet d'avoir une accessibilité plus rapide à l'information ou au jeu, c'est ça. Donc, oui, l'instance, ça a été très populaire à une certaine époque. C'est encore populaire parce que c'est un moyen justement pour pouvoir jouer sur des plus petits ordinateurs, des tablettes, etc. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus petit. Puis ça offre certains avantages de plus pour monsieur tout le monde. Donc, on va donner un peu des... Puis avant de donner des exemples, il y a une autre chose que je veux parler, c'est le gros défaut. C'est ce qu'on avait parlé dans la première chronique. On avait comme glissé un mot de ça. C'est que tous ces jeux-là, les MMO, ça dépend d'un serveur. Oui. Ça dépend de joueurs. Fait que tu vas me parler du ralentissement d'informations via le nombre de personnes qui se retrouvent à la même case que toi. Entre autres. Donc, c'est ça. Si tu es 10 à taper le dragon, ben ça va aller vite sur ton ordi. S'il y en a 300 ou 200 joueurs qui tapent sur le même dragon, à un moment donné, tu es mieux d'avoir un bon ordinateur chez vous pour une bonne console parce que là, il faut que tu sois capable de fournir pour pouvoir voir les 200 joueurs. Parce que là, imaginez, il y a 200 personnes, chacun d'ordinateur personnel, qui envoient l'information à un serveur qui dit « Moi, je m'ouvre à gauche, moi, je tape avec mon épée, moi, j'y lance un sort. » Puis après ça, l'information est rediffusée dans les 200 joueurs. Ouais. Donc, imaginez l'information qui s'échange. C'est important, c'est très, très important. Et le fait qu'il y ait un serveur central, bien, ça fait qu'à un moment donné, la compagnie, quand elle décide qu'elle ne fait plus d'argent avec ce jeu-là, elle tire la plug et ton jeu est fini. Tu ne peux plus jouer. C'est pas comme ton bon vieux du jeu de Myst. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ça? Oui. World of Warcraft, demain matin, il tire la plug. Il tire la plug, c'est fini. OK, fait qu'il n'y a personne qui pourrait continuer, c'est-à-dire avec l'univers aussi gros qu'il y a là, puis le nombre de personnes qu'il y a là, il n'y a pas personne qui serait capable de comme sauvegarder ces bouts d'univers-là pour continuer le jeu quelque part? À la base, il y a des droits d'auteur. Les autres, ils gardent. Mais je sais que pour pour World of Warcraft, il y a eu un leak à un moment donné, il y a bien longtemps, avant une des premières grosses patchs, là, il y a un gros leak. Il y a quelqu'un qui a été capable de downloader tout le jeu. Okay. Je ne sais pas combien de place ça a pu prendre, là. Donc, puis il l'a mis à quelque part. Puis il y a des joueurs qui jouent là-dessus, mais ils jouent encore au vieux jeu d'il y a 10 ans. Mais les autres, c'est un réseau fermé, je crois. C'est un réseau fermé, ils font la même, c'est ça. Mais à la base, c'est extrêmement difficile, comme il y a des droits d'auteur, etc. Oui, etc. Mais c'est parce que, tu sais, c'est pas, je t'investis, mettons, bon, là, c'est sûr que tu as moins d'argent d'investir aujourd'hui que tu en avais à l'époque, mais tu investis un montant d'argent qui est quand même faramineux, puis là, à la fin, tu te fais déploguer ça, puis tu n'as pas fini ta quest. Oui. C'est poche pour le joueur. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que tu as probablement fini tes quests, mais tu n'as peut-être pas fini ton fun avec ce jeu-là. Là. Mais c'est comme, on s'entend que le prix peut être faramineux. Par exemple, World of Warcraft est un très bon exemple. Chaque jeu, quand il sort, le jeu, quand il sort, il est sorti. Il valait à peu près 60$. Puis après ça, chaque expansion, qui eux autres, ils sont très forts, ils en sortent à peu près une fois par année, là, ou presque, là, ça vaut à peu près 60-70$ à chaque fois. Donc, mettons que tu as acheté le jeu de base, puis je pense que, je dis un chiffre de même, je pense qu'il y a au moins 5 expansions. Là. Mais World of Warcraft existe depuis combien d'années? Je pense que c'est 13 ans à peu près. J'ai le chiffre un peu plus loin, parce qu'on va en parler, qu'on Warcraft, on ne peut pas passer à côté de World of Warcraft. Je pense qu'aujourd'hui, on s'entend que c'est Ça fait 13 ans, depuis 2004 qu'il joue. Donc, on s'entend qu'avec... Ça fait que toutes les boîtes, plus l'argent qu'on peut dire que tu as investi, 15$ US que tu as mis à tous les années, là, à un moment donné, là, ça fait de l'argent pas mal. Donc là, quand tu arrives au bout, tu fais bon, ben là, non, c'est fini. Là, quand je viens de tirer à la plug, je suis fait. Là, c'est que je peux voir. Ça ressemble un peu à la toute fin de, comment ça s'appelait, là, le film avec Jim Carrey qui était dans un monde virtuel. Là, Truman Show. Truman Show, où le gars, à la fin, le show est fini. Il dit, bon, on va regarder ce qu'il y a ailleurs. Ben, ça ressemble à ça. Il dit, bon, ben, regarde, faut que j'aille ailleurs. Le gars, il a passé sa vie là. C'est ça. Donc, c'est toute l'affaire là-bas. Puis aussi, les jeux-là, même si la compagnie, ça leur coûte rien de le faire rouler, le serveur. Des fois, regarde, il y a des vieux jeux là-dessus. Regarde, ça coûte
Il y a une calculatrice à quelque part qui fournit le power pour le former. C'est comme un année, tu joues contre d'autres joueurs ou tu joues avec d'autres joueurs. S'il n'y a plus personne qui joue à ça, tout le monde a passé à d'autres choses. C'est sûr. Il y en a plus. Bon, regarde, tout bad, là, c'est fini, je ne peux plus jouer. OK. Donc, ça, c'est dit, on va donner des exemples. OK? On va donner un peu des exemples de tous les styles, puis un peu de différents styles. Donc, il y a toute une série qui est sur Internet qu'on voit World of Tank, World of Plane et World of Battleship. World of Tank, probablement des jeux de guerre. Des jeux de guerre. Donc, World of Tank, c'est celui-là qui est comme le plus populaire, le premier qui ont sorti. OK? C'est un jeu totalement gratuit. OK. Vous pouvez l'installer sur votre ordi, ça prend quand même un certain temps de l'installer. Tu l'installes, puis tu peux tout de suite jouer. Tu pars là-dessus, puis tu joues avec plein de joueurs. Puis c'est très, très populaire, il y a beaucoup de monde. C'est souvent des jeux, c'est des PVP, donc c'est des jeux que tu te bats contre d'autres joueurs. Donc 15 joueurs contre 15 joueurs. Tu te bats contre, puis tu joues avec des tanks. Dans le premier War of Tanks, tu te bats avec des tanks. Donc là, tu commences, mettons que je prends les Russes. Je prends les Russes, le premier tank, qui est, donc, regarde ça, mettons une camionnette avec un canon sur le top, là, ça ressemble à ça. Là. Puis tu vas tuer quelques joueurs, puis dépendant comment tu fais dans le but, là, ils ont tous des petits buts comme pogner la colline, détruire les autres joueurs, tout simplement. Là. À ce moment-là, tu fais des points, tu fais de l'expérience, tu fais un peu d'argent dans le jeu, puis des points de recherche. Avec ça, ben, j'améliore mon moteur. Je prends l'autre tank supérieur. Avec ça. Puis ils ont un certain détail historique. C'est des tripeux, là. Des tripeux de tanks, puis des tripeux de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puis de la main. Donc, c'est vraiment, si tu prends la lignée russe, tu vas reconnaître les bons vieux tanks. C'est dans la lignée US, tu vas voir le Sherman. Il dit, oh, je vais aller au Sherman. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, il était très populaire, puis tout, j'aimerais ça l'avoir. Donc, toi, tu développes tes affaires de recherche, etc. C'est totalement gratuit, sauf qu'il y a des microtransactions. Il peut y avoir un peu de pay to win. Donc, tu peux acheter des tanks très particuliers qui sont un petit peu plus chers, avoir des munitions qui vont percer plus les armures des ennemis, etc. Donc, il y a un petit peu de pay to win. Mais généralement, tu peux te passer de ça, puis tu peux jouer gratuit à vitam aeternam là-dessus. C'est vraiment très bien. C'est un très bon jeu. Ça va bien. Puis c'est le fun parce que c'est des matchs très courts, 15 minutes. Oh mon Dieu, OK, c'est pas plus long que ça. T'es 15 joueurs contre 15 joueurs avec des gros canons. Je peux te dire que des fois, il y en a un qui te voit passer puis il te tire sur ton flanc puis t'es mort. Là. Okay. Tu viens de flamber. Là, donc, c'est très court. Donc, c'était un jeu que je te dirais que c'est un bon passe-temps. Tu l'installes, je dis, oh, ben, regarde, j'ai une petite demi-heure, je vais jouer 2 ou 3 matchs. Là, puis regarde, des fois, là. Tu es en Normandie, puis ton tank se promène avec des soldats autour, puis là, à un moment donné, tu vois un autre tank ennemi, puis là, tu l'attaques. C'est pas comme ça. Non, des petites cartes. OK, je comprends. C'est des petites cartes, là. Donc, c'est très intéressant. Puis maintenant, ils ont tellement été populaires qu'ils ont sorti l'équivalent avec des bateaux, puis l'équivalent avec des avions. Je pense que l'avion, ça a plus ou moins fonctionné, mais celui avec les bateaux est très populaire présentement. Donc, tu peux avoir des bateaux, tu tires des torpilles, des sous-marins, tu peux avoir des porte-avions, d'envoyer des avions pour détecter les autres. Les bateaux ne tirent pas de torpilles, les sous-marins tirent des torpilles. Oui, mais je pense que les destroyers, ils peuvent tirer des torpilles là, sur le côté. Il y a certains bateaux qui sont capables. Ah oui, OK. Ouais, des bateaux plus modernes, ils sont capables. Mais là, tu as des porte-avions, puis toute la quête. Oui, c'est ça. Tu peux avoir des avions pour attaquer ton ennemi, mais aussi des avions de reconnaissance pour aller détecter l'autre ennemi parce que tu ne sais pas ce qui est dans la map. Non, c'est ça. Mais là, quand tu parles de jeu de bateau, si tu as des porte-avions, donc tu envoies des avions, donc tu deviens un jeu bateau et avion. Oui, mais les bateaux, on s'entend que le bateau, il n'est pas vraiment contrôlé par toi. Tu fais juste dire, va-t'en là. Ah, OK, je comprends. Alors que le bateau ou le tank, tu es en contrôle, c'est toi qui le bouge. Là, okay, comme l'avion, c'est la même affaire, je suppose. C'est ça, exactement. Okay. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que ça a moins bien fonctionné, parce que tu as le 3 dimensions, puis tout. Ouais, là, tout le monde qui est à l'aise avec ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde que ça a été difficile. Donc, ça, c'est très bon. Vous allez voir, si vous allez vous promener sur Facebook, souvent, il y a des annonces World of Tanks qui apparaissent ici et là. Un autre très bon jeu que j'ai joué pendant très longtemps, DDO, Dungeons and Dragons Online, qui est tenu par DDO. Donc, ça, c'est vraiment un jeu totalement gratos, encore avec des microtransactions. Là, il n'y a vraiment pas de pay to win. Donc, tu achètes un contenu, je vais acheter une nouvelle région, je vais acheter une nouvelle race, je vais acheter une nouvelle profession. Donc, c'est du contenu qu'une fois que tu l'as acheté, c'est à toi. Donc, tu viens de bonifier ton jeu. Mais tu ne vas pas le jouer au vitam aeternam, tu as ton compte, puis tu continues là-dessus. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est vraiment bien fait. Puis, ils ont un système comme quoi que quand tu mets de l'argent dedans pour acheter des microtransactions, ça te donne comme appelons ça des bitcoins dans le jeu. Là. Mais ces bitcoins-là dans le jeu, dépendant des quests que tu fais, tu peux en gagner un petit peu. Donc, quelqu'un qui est très, très, très patient,
il peut vraiment débarrer presque tout le jeu, rien qu'en jouant de manière gratuite et ne mettant jamais d'argent dedans. C'est vraiment intéressant. Pendant 2 ans, j'ai joué avec des amis. OK. Pour dire, des amis de Québec. Là. Donc, à tous les dimanches soirs, on se réunissait de telle heure à telle heure, puis on faisait des quests ensemble, phénomène. Donc, c'est vraiment très bien. Ce jeu-là, c'est par instance. OK? Donc, la capitale, la grosse capitale dans le jeu, c'est là que tu vas rencontrer tout le monde. Tout le monde qui joue dans le jeu. Tu vas jouer là-dedans. Généralement, les mémos vont différencier, vont séparer les serveurs. Ça veut dire qu'il y a un ordinateur genre pour la France, un ordinateur pour l'Europe. Donc ça divise un peu la quantité de joueurs qui jouent sur le même serveur. Donc là, moi, je me branche à une telle place, je joue avec le monde d'Europe. Donc, dans la capitale, je vois le monde d'Europe. Ça fait la même. Puis là, on dit, bon, ben regarde, moi, je veux faire telle quest. Qui c'est qui veut venir? Puis là, tu fais ton petit groupe de, mettons, 5, 6 personnes. Puis là, tu pars dans la quest. Mais dès que tu rentres dans la quest, t'es juste ces 6 personnes-là. Okay. Tu rencontreras plus aucun joueur. Puis là, tu vas te battre contre l'ordinateur. OK. Donjon Dragon, on parle, il y a différentes classes, donc t'es mieux d'avoir un healer, ça fait la même. Donc, c'est un petit peu des rôles. World of Warcraft ou Donjon Dragon? Ça, c'est vraiment... c'est différent, je te dirais. C'est très différent parce que là, ça, c'est direct, c'est très sectionnel. Tu as le healer, tu as le guerrier, tu as tes héros prédéfinis. Donjon Dragon. Donjon Dragon, tes héros prédéfinis. World of Warcraft est un petit peu plus gris, donc c'est un petit peu moins très bien déterminé. Et si on tombe dans des jeux comme Guild Wars, que je vais pouvoir parler un petit peu plus loin, là, c'est complètement, il n'y a plus de rôle. Okay. Donc, c'est vraiment différent. Mais c'est différent. Ça, c'est par instance, enfin, même c'est gratuit. C'est ça qui est le fun. Pas vraiment une grosse économie à l'intérieur encore. Parce que je te dirais que... tu parles, mettons, l'économie est gérée par les joueurs. Monétaire dans le jeu. Tu sais, c'est que je fais un donjon, je tombe sur des objets là-dedans, un peu comme dans tous les bons jeux, vieux jeux. J'ai mis en vente. Je peux les mettre en l'encan, puis il y a d'autres joueurs qui peuvent les acheter. Donc, c'est un peu comme ça que je fais de l'argent, mais ils ont commencé à instaurer un système pour construire tes objets, mais c'est très, très basique encore. L'économie n'est pas partie de même avec le début du jeu, donc là, je te dirais que l'économie n'est pas faite pour ça. On va tomber tout de suite à World of Warcraft, après ça, je vais revenir à d'autres choses, parce qu'on parle de World of Warcraft depuis tantôt. Je suis fatigué avec mon World of Warcraft. Non, mais c'est correct. Donc, on s'entend que World of Warcraft est parti en 2004, donc ça fait un jeu de 13 ans. C'est un jeu, dans les MMO, c'est un jeu vénérable. C'est le grand-père. C'est lui qu'on entend beaucoup parler. C'est-tu le top? Bien, c'est pas nécessairement le top encore, parce qu'on s'entend que les graphiques, ils peuvent pas améliorer l'engin en arrière du jeu de beaucoup. Donc, c'est quand même des graphiques de 2004. Mais ils ont fait exprès, je te dirais, à l'époque, en gardant un style cartoon. Donc, ça passe encore dans ce temps-là. Mais ce qui fait sa force, c'est qu'il y a encore 4 à 6 millions de joueurs qui jouent à ce jeu-là. Wow. Donc, c'est du monde, là. Donc, c'est comme si le Québec au complet jouait à un jeu. Tu sais. Donc, le problème de ça, c'est que tu payes à tous les mois, comme on disait. Il faut que tu achètes chaque boîte. Donc, si tu veux avoir chaque expansion. Chaque boîte, c'est chaque expansion. Tu as le jeu de base, tu as l'exemple du jeu de base, tu as une bonne région du monde qui est là-dedans. Mais là, ils sortent une nouvelle expansion. On dit, on ouvre un nouveau continent. Puis là-dessus, il y a une nouvelle race. Et puis, il y a une nouvelle. Tu sais, puis là, si tu veux jouer sur ce continent-là avec cette nouvelle race, il faut que tu achètes d'autres boîtes. Tu sais, ils t'obligent un petit peu là-dedans. Donc, sauf que, comme on disait au début aussi, c'est le plus open world, le plus ouvert, dans le sens que toutes les... tu verras jamais un loading screen. Il n'y a jamais une fois que tu vas faire « Attendez, pendant 2 minutes, pendant le temps que ça load. » Non, c'est comme tu te marches d'un plan à l'autre, tu pars d'un bout du continent, tu vas y aller à pied à l'autre bout du continent, ben vas-y mon gars, tu n'as pour une couple d'heures de marcher d'une place à l'autre. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que dans cet univers-là, ils ont rentré aussi l'univers un peu de PVP. Dans le sens, donc, pareil comme joueur contre joueur, pareil comme dans le film. Pour ceux qui ont vu le film, qui n'est pas super bon, là. Mais donc, tu as les orques, tu as les humains d'un bord, puis il y a une guerre entre les deux. Donc, il y a une partie du continent, c'est orques, une partie du continent, c'est humain. Il y a des donjons dans les deux. Les donjons là-dedans sont plus en instance. Donc, quand tu veux rentrer dans un donjon, tu rentres à 6, 12, 15 personnes, puis tu rentres dans le donjon. OK? Mais il y a certains donjons qui disent juste du côté des humains. Donc, si un orc veut aller là, ben, il faut qu'il rentre dans le territoire des humains. Et là, les autres joueurs le voient tout. Ils voient la tag rouge au-dessus de sa tête. Ils disent, lui, il faut le tapocher.
Puis lui, son but, c'est de je veux me rendre au donjon pour aller battre le bonhomme dans le donjon. Il dit, regarde, donc il va en gang. Oui, je comprends. Donc, c'est très. Il y a un peu l'aspect PVP là-dedans qui est rentré. Il y a beaucoup d'aspects aussi que. Il y a un système de crafting. Ça veut dire que la construction. Je suis un guerrier, je me bats, etc. Mais en même temps, je suis tanneur. Et je fais des sacs, des sacoches. Puis quand j'ai fait ma sacoche qui peut contenir tant d'objets, je le mets en vente. Et je peux faire de l'argent. Donc, il y a du monde qui peut faire de l'argent en créant des objets dans le jeu. Donc, eux autres avaient pensé à l'aspect monétaire. Oui. Donc ça, ils l'ont plus développé. Ça a été bien intéressant pour ça. Le problème de World of Warcraft, c'est que c'est un jeu extrêmement compétitif. Dans le sens que je veux miner du cuivre pour faire des armes en cuivre ou des bijoux en cuivre. Ben, je suis mieux d'être la source de cuivre à une telle place, comme au hasard dans la carte. Mais celle-là qui est là en ce moment, si je la pioche, l'autre joueur qui est à côté de moi, il ne l'a pas. Il faut que tu attendes qu'elle revienne. Donc, genre, elle revient au bout d'une heure, elle réapparaît au bout d'une heure. Ben, donc, c'est carrément, il y en a des joueurs qui vont se faire suivre par des monstres, puis ils vont les envoyer sur l'autre gars qui est en train de miner pour l'empêcher de miner pour que lui le prenne. OK, je comprends. Puis le fait aussi que les quêtes, souvent, c'est qu'il y a plusieurs quêtes. Moi, je me suis vraiment tanné à cause de ça. À un moment donné, il se dit, va me chercher la plume argentée du griffon. Ils sont où les griffons? Ils sont là-bas. Puis là, t'en tues 10. Il n'y en a plus dans le coin. Puis t'en as pas tombé. La maudite plume n'est pas tombée. Puis là, t'attends qu'ils reviennent. Puis là, tu retues une autre fois. À un moment donné, puis c'est comme ça, j'ai parlé avec mon gars d'Irak. À un moment donné, le temps mort qu'on avait de ça, parce que là, la maudite plume, elle tombe à 0,1% du monde. Là, OK. Tu sais, à un moment donné, là, tu fais, non, regarde, je suis tanné, là, ça me tente plus. Okay. C'est un aspect qui m'a tanné un peu. OK. Donc, il y a ce côté-là qui est moins intéressant. Mais c'est quand même un jeu très, très, très bien. Là, c'est le plus populaire. C'est le plus populaire encore. Il y en a d'autres qui sont en train de se démarquer tranquillement, mais lui, il n'a pas encore assez perdu de son attrait. Okay. Ils viennent juste de sortir une autre expansion. Donc, il y a encore de l'argent à faire avec ça, puis ils en font, puis il n'y a pas de problème. C'est une vache à lait, là, c'est carrément. Donc, je pense qu'on est pas mal... On a fait le tour? Oui, ben peut-être pas le tour, mais on pourrait en reparler un petit bout à un moment donné. Hein, à un moment donné, ben, de toute façon, je sais que on a quelqu'un avec qui je parle présentement, dont je ne donnerai pas le nom en nombre des fois que je changerais d'idée. Il va dire tu mets de la pression. Mais à un moment donné, il voulait me parler d'un MMO qui était justement l'univers de Lovecraft. Parce que quelque part sur Internet, justement, un MMO sur Lovecraft et tout son univers. Puis ça, j'avais dit, ça, je veux que tu nous en parles parce que moi, je suis un fan de Lovecraft. Et puis, il nous avait dit qu'il nous parlerait de ça. Alors, à un moment donné, on pourra rajouter des choses là-dessus. Ben oui. Peut-être même que je t'enverrai comme espion aller le motiver pour qu'il vienne c'est ça, y a pas de problème. Studio nous en parler. Mais c'est ça, on pourrait en parler encore. Il y a des jeux de Star Wars, il y a des jeux... Guild Wars est très important. Puis, il y en a un que vous voulez absolument... StarCraft, fais-tu partie des MMO? Bien, on pourrait s'empêcher que StarCraft, comme tel, c'est vraiment un MMO style PVP. Donc, on s'entend qu'il y a une partie très, tu joues sur ton ordi, là. Tu joues tout seul contre l'ordi, mais à un moment donné, tu peux te loguer sur un serveur, puis là, tu peux te battre contre d'autres joueurs. Puis à ce moment-là, on peut le considérer comme un MMO, mais en PVP, donc 1 contre 1, là, tu sais. OK. Mais on essaiera de mettre sur la page Facebook peut-être un lien ou quelque chose pour dire à peu près tout ce qui peut exister en MMO. Je suppose qu'il doit y avoir un endroit où est-ce qu'ils doivent mettre les liens des différents types d'MMO. Oui, bien ça change tellement. C'est très, très variable. Mais là, je vais prendre plus de temps. Il y a une petite chose. Vas-y. On va y aller une fois. Oui. On s'entend que je peux t'en parler d'autres. L'avantage de Fantastica, c'est que c'est nos ondes à nous autres. On n'est pas obligé de barrer ça, là. Oui, il te reste 5 minutes. Il te reste 5 minutes. OK. C'est sûr que je pourrais te parler de Guild Wars. Moi, j'adore Guild Wars, mais bon, ça, regarde, c'est un jeu que tu achètes un jeu. Tu achètes le jeu, mais tu ne payes plus après. Okay. Puis ils font des updates à tous. En tout cas, c'est vraiment bien pour ça, mais bon, ça, on peut en reparler, à un moment donné, juste de lui. Là. Okay. Il y a celui de Star Wars, qui est super, qui est quand même bien. Mais moi, j'aurais voulu un petit peu je pourrais la mentionner dans une autre chronique, là, l'ancienne version. Ce qui était un MMO, mais qui était, je te dirais, il a poussé le MMO à un tel point que ça n'a pas marché parce que les ordinateurs n'étaient pas prêts. Oh, OK. Bon, ça, c'est typique de Lucas. C'est ça. Toujours à l'avant de son temps. Je vais te parler d'un jeu qui est intéressant parce que lui est très, très, très particulier. EVE Online. OK. C'est un jeu
spatial, donc science-fiction. Oui, je l'ai entendu parler de ça. Donc, tu joues un personnage qui se clone. C'est un peu pour ça que puis tu peux transférer ton esprit dans tes clones. Donc, si tu meurs, tu es détruit, ben ton esprit est transféré dans un clone, puis là, tu peux revenir dans le jeu. Tu te promènes avec des vaisseaux spatials. Donc, c'est exclusivement, tu rembarques dans un vaisseau spatial, tu fais du commerce, tu fais du piratage, ce que tu veux. Regarde, c'est un sandbox, OK? Donc, tu peux te promener n'importe où. Donc, tu ne te promènes que dans des vaisseaux. Tu n'atterris pas sur des planètes. Tu vas jamais voir vraiment ton avatar, ton personnage. Là, ils ont fait quelques affaires pour faire des chats, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a été créé en 2003. Donc, lui aussi, c'est très varié. Il joue encore. OK, donc il est plus vieux que World of Warcraft. Il est plus vieux que World of Warcraft. Fait que ça, c'est la grand-mère. Oui, c'est vraiment la grand-mère, même c'est l'arrière-grand-mère. Il y a 7800 systèmes solaires dans ce jeu-là. OK. Chacun étant contrôlé par chaque groupe de planètes était contrôlé par un ordi. Imagine la quantité de monde qu'il y a là-dessus. OK. C'est assez impressionnant. C'est un play, donc tu payes. OK? La différence, c'est que tu payes à chaque mois un certain montant. Mais je pense que c'est 15$ à peu près comme World of Warcraft. Mais que quand tu le payes, ça crée un item en jeu. Que tu l'utilises en jeu pour activer ton mois. Mais tu peux le prendre, tu peux le vendre à d'autres joueurs. OK. Pour de l'argent du jeu. Donc, des crédits spatiaux, appelons ça de même. Là. Puis là, à ce moment-là, ça fait que l'argent vrai, elle a une valeur dans le jeu. Donc, tu peux quantifier l'argent qui est dépensé dans le jeu. OK. C'est assez impressionnant. Puis, le fait aussi que ce jeu-là est basé à peu près exclusivement sur l'économie, sur les joueurs. OK? Les concepteurs n'ont presque pas touché à l'économie. Le joueur, c'est des joueurs qui sont responsables de créer les vaisseaux qui sont vendus, que tu achètes. L'économie peut varier. Comme à un moment donné, pendant X mois, c'est plus rentable de miner des stéroïdes et de faire des vaisseaux et des vendre. Puis à un moment donné, il y a un crash économique, il y a trop de vaisseaux sur le marché. C'est plus rentable de défaire le vaisseau puis de récupérer les matériaux pour pouvoir les vendre. Wow! Ah, c'est donc mal fait. À un tel point qu'il y a des doctorats qui se sont faits dans cet univers-là parce que c'est un micro-climat, un micro-système, un micro-univers qui reproduit extrêmement bien notre univers à nous autres. Donc, une crise économique, ils vont pouvoir le regarder en accéléré là-dedans, qu'est-ce que ça peut faire, comment ils vont se relever d'une crise économique, etc. Ah, donc, c'est super bon. Puis, comme on disait tantôt, l'argent vrai, elle a une valeur dans le jeu. OK? Par exemple, je vais donner un exemple. Du 27 au 28 janvier 2014, il y a eu une bataille dans le jeu, OK? Qui s'appelait la bataille, qui a été nommée la bataille du B-R5RB. Donc, ça doit être un nom de système, en tout cas, là. Donc, c'est grosso modo, elle a parti parce qu'une coalition de joueurs, une corporation, a oublié d'entretenir une station spatiale. Donc, la station spatiale est devenue vulnérable, son shield est tombé. D'autres corporations ont fait « Yes, c'est le moment, on l'attaque, on prend la place, on va prendre le contrôle de l'économie dans ce coin-là du jeu. » Et ça a fait que 3 corporations ont commencé à se tapocher dessus. OK? Donc, une c'est une Russienne. Ils ont vraiment il y a vraiment du monde, des Russian Corporation, puis c'est vraiment rien que des Russes. Là, puis la bataille a duré 2 jours. 2 jours non-stop. Oui, on s'entend. Donc, il y a du joueur 24 heures sur 24 là, qui jouait. Là. Il y a du monde là-dedans. Ça allait impliquer 5000 ships et 7548 joueurs qui se sont tapochés dessus. Puis, il a été estimé par la compagnie qu'au nombre de vaisseaux disparus durant cette guerre-là, ça a coûté entre 300 et 330 000 $ en valeur de jeu. Ben, c'est pas beaucoup pour un vaisseau, là. Les vaisseaux coûtent pas cher. Non, mais là, c'est parce que on s'entend que ça coûte 15$ qui est vendu une couple de millions de crédits dans le jeu. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont estimé. OK. Wow. Tu sais, ça donne des valeurs au jeu. Tu fais, ils sont malades, là, tu sais. C'est vraiment le fun. C'est ça, puis là, tu peux faire tout ce que tu veux dans le jeu. Ça, tu vas nous en faire une chronique là-dessus. Ben, sais-tu quoi? On vient de créer aujourd'hui une nouvelle chronique. Ben, c'est ça. Là, ça, je peux te parler de ce jeu-là. Là, c'est... Le MMO. Ouais. Alors, on va faire, à un moment donné, on parlera d'un MMO. En particulier, puis on pourra faire ça. Oui, non, ça serait le fun parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Puis, il y a des gens peut-être qui vont commencer à s'intéresser à ça, qui vont vouloir peut-être aller chercher différents MMO. Fait que...
Mais là, Sébastien, Ouais, là, on va pas te toc, toucher. toc, toc, le D'accord. syndicat des autres chroniqueurs est là à la porte. Il me dit, fait des grimaces pour dire, hey, arrête ça là, les autres, C'est ils veulent fini. parler. Alors, on arrête ça. Mais un gros merci. Puis de toute façon, comme je te dis, on va reparler d'autres choses. Là, Oui, mais je pense dans les que prochaines ça va semaines, valoir les la prochains peine mois, peut-être de oui. faire 1 ou 2 jeux par chronique, quelque chose de même, de se concentrer. Oui, de exactement. faire- Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.